mystère ou manifestation surnaturelle. L'histoire de Paris regorge de phénomènes inexpliqués et de personnages énigmatiques. Parmi eux, Allan Kardec. Au début du 19e siècle, Kardec crée le spiritisme et affirme pouvoir communiquer avec les esprits. Kardec meurt le 31 mars 1869 et c'est le début d'un engouement et d'un mouvement qui a perduré encore jusqu'à aujourd'hui. Autre incarnation troublante née du roman de Gaston Leroux paru en 1910, le fantôme le plus célèbre de la planète, le fantôme de l'opéra. Le fantôme de l'opéra existe-t-il? Y a-t-il encore un fantôme à l'opéra? Et l'Opéra Garnier n'est pas le seul à avoir mauvaise réputation. Incendies à répétition, assassinats. Depuis le XVIIIe siècle, presque toutes les salles des opéras parisiens ont été les théâtres de drames. Alors, Allan Kardec a-t-il découvert comment communiquer avec l'au-delà? Les opéras de Paris sont-ils vraiment maudits? Pour découvrir la vérité, c'est ici, à Paris, qu'il faut mener l'enquête. Je m'appelle Jean-Marc Léry. J'ai passé ma vie à décrypter l'histoire de Paris, à en étudier les secrets, à parcourir le dédale de ses rues. Paris garde depuis des siècles des mystères. On classe souvent ses affaires dans le surnaturel, les mythes ou les légendes, les croyances populaires. Il n'en reste pas moins qu'il s'est passé des choses, qu'il y a des faits, des concordances, des témoins de bonne foi. Historiens, scientifiques, investigateurs divers et autres policiers n'ont pu les résoudre. Il est temps de vous livrer les hypothèses les plus plausibles et d'approcher au plus près de leur vérité. Voici Paris tel que vous ne l'avez encore jamais vu. C'est dans le plus grand cimetière parisien que débute notre enquête. Un lieu peuplé de secrets et d'énigmes, le Père-Lachaise. On y trouve la tombe d'un des personnages les plus mystérieux de Paris, Allan Kardec. Kardec a créé un mouvement, le spiritisme, fondé sur l'idée que l'on pouvait communiquer avec les esprits. Sa tombe est la plus visitée du cimetière du Père-Lachaise. Le monde entier continue de venir le voir presque 150 ans après sa mort. Établir un contact avec l'au-delà, pouvoir entrer en communication avec les morts. Les affirmations d'Allan Kardec fascinent toujours autant aujourd'hui ceux qui croient en ses préceptes. Et si c'était vrai? Allan Kardec a-t-il vraiment trouvé le passage pour communiquer avec les morts? La réponse se trouve ici, à Paris. Pour mieux comprendre toute cette histoire, il faut remonter quelques années en arrière. Tout commence aux États-Unis avec la naissance du spiritualisme dans les années 1840. Ce mouvement va se développer avec les sœurs Fox. Durant la nuit du 31 mars 1848, dans une petite ferme à Hydesville, près de la ville de Rochester, dans l'État de New York,
Margaret et Kate, filles du pasteur David Fox, entrent en contact avec un esprit. Cette entité se manifeste en frappant des coups sur les murs et en soulevant les pieds des tables. Les événements de Hydesville sont retentissants. Ils donnent naissance à un véritable phénomène de société qui traverse l'Atlantique. On communique avec les esprits lors de séances de tables tournantes dans lesquelles les médiums sont des passeurs, des transmetteurs. Quand le spiritualisme arrive à Paris, tout auréolé de la légende des sœurs Fox, il va intéresser un petit professeur du nom d'Hippolyte Léon Denisard Rivail. Rivail a alors 50 ans. Il donne des cours de chimie, de physique, d'anatomie et d'astronomie. Il est l'auteur de plusieurs manuels de sciences à l'usage scolaire. Il s'intéresse au somnambulisme, au magnétisme et à l'hypnotisme. 2 sentiments animent Rivail: le progrès scientifique du XIXe siècle et l'explication des phénomènes occultes. Des amis lui parlent un jour du phénomène des tables tournantes. Rivail est intrigué. Il dévore les comptes rendus sur la question. Peu à peu, la passion le gagne. C'est ici que tout a commencé. À 2 pas de l'opéra et des grands magasins comme Le Printemps, qui ouvrira 10 ans plus tard. En 1855, Rivail rencontre un magnétiseur, un certain Fortier, qui l'emmène chez Madame de Pleine-Maison, un mardi à 20h, au 18 de la rue Grange-Batelière. Madame de Pleine-Maison est connue pour organiser chez elle des séances où l'on communique avec les esprits. Pour Rivail, c'est la révélation. Il entre en communication avec un esprit dénommé Zéphyr, qui lui donne pour mission de se faire le porte-parole des trépassés. Il abandonne alors même son nom de Rivail, puisque l'esprit lui révèle: nous vivions tous 2 ensemble il y a bien longtemps dans les Gaules, nous étions amis, et tu t'appelais alors Allan Kardec. Mais comment marche cette communication avec les esprits? Comment font les médiums pour parler aux défunts? Est-ce de la transmission de pensée? Alors il y a des explications un peu plus sophistiquées de la façon dont fonctionnent les médiums. On pense que le phénomène médiumnique serait plutôt une capacité du médium à aller lire dans l'esprit, dans l'inconscient des personnes qui sont autour de lui. Ces expériences que certains psychanalystes, certains psychiatres ont vécues avec leurs malades. Ces phénomènes qui existent, qui sont enregistrés bien au-delà du spiritisme, parce qu'on les trouve dans toutes les civilisations, toutes les sociétés, et ça reste aussi très actuel. Le spiritualisme est né aux États-Unis avec les sœurs Fox. Il s'exporte à Paris avec Allan Kardec. Il nomme ce mouvement spiritisme. Kardec développe cette doctrine et affirme que l'on peut communiquer avec les esprits. Certains spécialistes considèrent aujourd'hui que le spiritisme est la 4e religion révélée après le judaïsme, le christianisme et l'islam. S'il faut définir de façon très simple le spiritisme, nous dirions que c'est une philosophie de vie dont l'objectif est l'amélioration de l'individu. Allan Kardec a écrit plusieurs ouvrages, et le plus connu d'entre tous, c'est le Livre des Esprits, paru en 1857, dans sa première édition. Il y a eu beaucoup d'éditions depuis, bien sûr. Kardec lui-même en a supervisé 4. Il contient 1058 questions dans sa dernière édition, et ce livre était très populaire, a été traduit dans de nombreuses langues. À Paris,
le spiritisme va prendre son essor. Le 1er janvier 1858, Kardec crée la revue Spirit, Passage Sainte-Anne, au 59 de la rue Sainte-Anne, à son domicile. Il y publie des messages d'esprits illustres, tous siècles confondus, ainsi que des témoignages d'inconnus. La revue est un succès. Il fonde 3 mois plus tard la Société des études spirites. Des réunions spirites ont lieu au 8 rue des Martyrs de la mi-octobre 1857 jusqu'au 1er avril 1858. Comment, pour le simple quidam qui passe en cette rue aujourd'hui, imaginer qu'ici, cette porte s'est un jour ouverte sur l'au-delà? Certains affirmèrent qu'il était possible de dialoguer de différentes manières avec les esprits. Médiumnité, coups frappés sur des objets, voix venue du fluide invisible des esprits. Bien avant le spiritualisme et le spiritisme, la pratique des tables tournantes est connue depuis la nuit des temps. Voici comment, à l'époque de Kardec, se déroulait une séance spirit. Rien n'a vraiment changé. De jour ou de nuit, un petit groupe de personnes connues de vous, amis, relations, parents, pas plus de 6 ou 7. Cachez les miroirs à l'aide d'un voile. Veillez à l'obscurité de la pièce. Lumière tamisée. Bougie. Une petite table ou un guéridon. Posez les 2 mains sur la table, mais très légèrement. Une personne va conduire la séance du début à la fin. Si l'intention est de convoquer un esprit bien précis, pensez très fort à cet esprit en ayant le désir de sa manifestation. Silence absolu. Attendre. Invoquez cet esprit. Esprit, es-tu là? Léger soulèvement de la table ou mouvement circulaire. Si quelque chose tourne mal, vous angoisse brutalement, arrêtez aussitôt. Les tables tournantes font tourner les têtes du tout Paris. De nombreuses personnalités de la communauté artistique et littéraire sont séduites par le mouvement. Beaucoup d'entre elles vont pratiquer des séances de spiritisme pour entrer en contact avec les morts. Le dramaturge victorien Sardou s'essaie à la peinture médiumnique car il est convaincu que le céramiste de la Renaissance, Bernard Palissy, lui tend invisiblement la main. L'écrivain Théophile Gautier écrit des nouvelles autour du spiritisme. L'astronome Camille Flammarion fréquente le fantôme de Galilée. En 1887, tandis qu'il crée le personnage de Sherlock Holmes, Conan Doyle organise chez lui des séances de spiritisme. Mais le plus célèbre adepte du mouvement lancé par Kardec, c'est lui, Victor Hugo, l'immense écrivain, l'une des plus grandes personnalités du XIXe siècle. Sa maison, qui se trouve place des Vosges, au cœur du Marais, existe toujours. En exil, et entouré de sa famille et de ses proches, Hugo se lance dans des séances de table tournante. Cela ne marchera pas au départ. Puis un jour, après plusieurs tentatives infructueuses, la table, enfin, parle et tout le monde reconnaît dans l'esprit qui s'annonce Léopoldine Hugo, la fille de Victor Hugo.
Léopoldine est morte 10 ans plus tôt, quelques mois après son mariage, en se noyant dans la Seine lors d'une promenade en bateau avec son mari, qui l'a accompagnée dans la mort. Et voilà. Et donc c'était un traumatisme terrible pour Victor Hugo. Donc c'est un choc vraiment qui électrise toute la famille. Et à ce moment-là, ça va déchaîner une folie pour les tables parlantes. Et on va faire des séances de spiritisme toutes les nuits, voire même dans la journée. Et on va avoir ainsi une production de textes tout à fait sidérant. Tu me parles du fond d'un rêve comme une âme parle au vivant. Comme l'écume de la grève, ta robe flotte dans les vents. Hugo semble se perdre dans le spiritisme, toujours à la recherche de sa fille chérie. Léopoldine n'avait pas encore 20 ans. Pour les cercles spirites qui se constituent, le fait qu'une personnalité aussi importante que Victor Hugo ait pratiqué le spiritisme et fait parler les tables était quelque chose d'extrêmement important. Et on a dans la revue d'Alan Kardec plusieurs articles consacrés à Victor Hugo. Le mouvement s'amplifie. À l'image de Victor Hugo et des siens, tout Paris veut faire tourner les tables. Kardec est salué comme l'élu de Dieu. On veut le voir, on veut le rencontrer, on veut l'entendre. On lit Kardec dans les chaumières et les palais. Les disciples se multiplient. Kardec irradie. Kardec semble avoir reçu une mission quasi divine. Napoléon III le fait venir aux Tuileries pour s'entretenir avec lui. Kardec pense que l'idée spirite peut devenir la croyance universelle. Les idées de Kardec se propagent dans le monde entier et notamment au Brésil. En France, le spiritisme, lorsqu'il a commencé à être propagé, était plus l'apanage de l'élite intellectuelle, de la science. Et il y a eu toutes ces phases d'expérimentation, d'investigation. Et il y a au Brésil une approche qui était très différente. Au Brésil, c'est surtout par la mise en œuvre de l'aspect moral que le spiritisme s'est propagé. Et puis il faut savoir que c'est le pays qui connaît le plus de spirites, avec un nombre compris entre 3,5 millions et 4 millions. Le fait également que, à cause de l'immense pauvreté qui règne dans ce pays, la charité morale organisée par les spirites a tout de suite trouvé un creuset extrêmement réceptif. Kardec meurt le 31 mars 1869 et c'est le début d'un engouement et d'un mouvement qui a perduré encore jusqu'à aujourd'hui. Paris nous en apporte toujours la preuve. De nombreux adeptes brésiliens viennent régulièrement se recueillir devant la tombe d'Allan Kardec au cimetière du Père-Lachaise. Kardec disparaît, mais de nombreuses mystifications vont être mises au jour autour de séances de table tournante. Margaret Fox, l'une des deux sœurs Fox, se repent à la fin de sa vie et avoue sa supercherie dans un long article paru dans un journal américain. Malgré cela, beaucoup refusent de la croire et le mouvement perdure. Daniel Douglas Home, célèbre médium adulé à cette époque, est à son tour démasqué au cours d'une séance devant l'impératrice Eugénie. Tout comme l'italienne Eusapia Palladino ou la russe Elena Blavatsky, toutes les deux coqueluches des scientifiques et des cours européennes. Les mythes s'effondrent. L'illustre Méliès, prestidigitateur et futur pionnier du spectacle cinématographique, est appelé comme expert. En tant que spécialiste des trucages et de l'illusion, il révèle comment les expériences des spirites ne sont que de pure mascarade. Spiritisme, médiumnité,
Voyance, somnambulisme, prestidigitation, c'est la confusion. Il n'y a plus de frontière entre l'expérience scientifique et les tours de magie. Mais quel rôle a joué Kardec dans tout ça? En 1835, la ville de Paris avait attribué une concession à un certain Lacaze, physicien prestidigitateur qui vendait dans une boutique toutes sortes d'accessoires de physique et de magie. Après la Révolution de 1848, il ouvre une petite salle au Carré Marigny, proche des Champs-Élysées, et présente des spectacles de physique amusante, fantasmagorie et curiosité, dans lesquels il convoque déjà les esprits frappeurs bien avant l'arrivée du spiritisme. D'abord appelé le Château d'Enfer, sa salle sera connue comme le pavillon Lacaze ou la baraque Lacaze, avant de devenir en 1865 les Folies Marigny, puis le Théâtre Marigny. Et Kardec était aux premières loges. Quand il s'appelait encore Rivaille, il a été employé par Lacaze comme régisseur au Carré Marigny. Il était donc forcément au courant des astuces des magiciens. Il connaissait tous les dispositifs utilisés dans ces mises en scène destinées à faire illusion. Ce serait sans doute là l'une des clés du mystère. Reste une question. Pourquoi cette passion folle pour le spiritisme? Les réponses sont nombreuses. L'époque s'y prêtait, on y croyait. En cette moitié du XIXe siècle, on cherche à répondre à l'angoisse de l'existence. On commence aussi à maîtriser l'électricité qui permet de faire apparaître ce que l'on prend pour des visions. Tout s'est brouillé entre croyances diverses, progrès scientifiques et phénomènes de foi. Peut-être, Rivaille, y a-t-il cru de bonne foi? Peut-être s'est-il perdu dans un mensonge? Qui sait? Croire aux esprits et aux fantômes avant d'en avoir rencontré. Le fantôme le plus célèbre, sans doute le plus connu de la planète, vient de Paris. Il est né dans le temple parisien de la musique, de la danse et du chant, l'Opéra Garnier. Incendie à répétition, fantômes, assassinats. Les opéras de Paris sont-ils frappés de malédiction? Le plus illustre d'entre eux, l'Opéra Garnier, regorge de secrets. Faust, Robert le Diable, les Huguenots, Aïda. Ces murs résonnent des voix des illustres chanteurs qui l'ont habité. Les ombres de ces danseuses disparues glissent encore le long de son grand escalier. L'Opéra Garnier communique avec l'enfer
par ses souterrains peuplés de fantômes et avec le ciel par ses dômes dorés et ses divinités solaires. Le célèbre roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, est publié en 1910. Il s'inspire de faits étranges qui auraient eu lieu dans la seconde moitié du XIXe siècle au sein même de l'Opéra de Paris. Et ce n'est pas par hasard. Depuis le XVIIe siècle, presque toutes les salles des opéras parisiens ont brûlé. On parle alors de malédiction. Pour en percer les mystères, il faut aller au plus près de l'Opéra de Paris, s'immerger dans l'antre de ce temple au cœur de la nuit, se faufiler parmi les ombres, s'imprégner de ses voix nocturnes quand tout fait silence et dort, parcourir ses galeries et ses couloirs, emprunter ses entrées dérobées. Il nous faut traverser la nuit des temps pour tenter de découvrir la vérité sur la malédiction des opéras parisiens. L'Opéra Garnier est l'un des lieux parisiens les plus connus au monde. Sa construction entre 1860 et 1875 est un chantier considérable. Autour de lui, un nouveau quartier de Paris voit le jour. D'autres constructions prestigieuses vont suivre. Le monument consacre un jeune architecte alors inconnu, Charles Garnier. Le palais Garnier occupe une superficie d'environ 11 000 mètres carrés. Une salle de spectacle à l'italienne avec 2051 sièges de velours rouge, des salons, plusieurs studios de répétition et des ateliers. Des espaces publics, le grand foyer. Le palais Garnier, c'est sa rotonde, son grand escalier et sa nef de 30 mètres de hauteur avec ses marbres multicolores. Dans la grande salle, son lustre de bronze et de cristal équipé de 340 lumières et pesant presque 8 tonnes. Garnier réintroduit la couleur en architecture, des marbres jaunes, gris, violet, rose, rouge sang taché d'ocre. Dans la grande salle, le rouge domine et cette couleur deviendra d'ailleurs celle des salles d'opéra. Quand on déambule dans l'Opéra Garnier, que ce soit de jour ou de nuit, il y a toujours une atmosphère bizarre. On se sent vraiment pénétré par le bâtiment. Peut-être plus encore la nuit. L'Opéra Garnier invite au fantasme. C'est un bâtiment extraordinaire qui transpire de labyrinthes, de couloirs secrets, d'escaliers dérobés. Vous déambulez dans les couloirs et d'un seul coup, vous tombez sur la salle de spectacle sans y avoir été préparé, jamais. Ensuite, tout ce qui s'y est passé ou tout ce qui s'y passe est dans un univers un peu suranné, un peu enveloppé, un peu mystérieux. Et donc, toute cette atmosphère vous permet de vous immerger complètement dans un 19e siècle, au cœur du 21e siècle. Et puis, bon, ce qu'il faut avouer aussi, c'est que c'est un bâtiment où vous êtes mis en scène à chaque fois. Lorsque vous arrivez, vous êtes sur le grand escalier, autour il y a les balcons, donc c'est vous qui êtes mis en scène. Et finalement, vous vous prenez assez rapidement pour la star du jour. Depuis fort longtemps, l'aristocratie et la bourgeoisie
se rendaient au théâtre pour entendre les opéras et regarder les danseuses. Avant le Grand Opéra Garnier, il y eut entre autres la salle du square Louvois et l'opéra de la rue Lepelletier. Plusieurs incidents singuliers vont se dérouler au cours des siècles sur tous ces sites. Des événements terribles et pour le moins curieux. Des morts, des incendies. Certains diront jusqu'à parler de malédiction sur tous les sites des opéras de Paris. La salle du square Louvois ouvre en 1791 après l'incendie de la salle du Palais Royal. Le dimanche 13 février 1820, un drame s'y produit. Le duc de Berry, second fils du comte d'Artois, futur Charles X, se rend à l'opéra en compagnie de sa femme. En sortant, il est assassiné. La salle Louvois est fermée et démolie. Depuis 1760, la salle Favart, sur l'actuelle place Boieldieu, abrite l'Opéra Comique. Le 15 janvier 1838, après une représentation de Don Giovanni, une première salle disparaît sous les flammes. Reconstruite en 1840, elle est à nouveau ravagée le 25 mai 1887 par un incendie qui fait 84 victimes. L'opéra de la rue Lepelletier est inauguré en 1821. Nouvel opéra, nouveau drame effroyable quelques années plus tard. Napoléon III est visé lors d'un attentat le 14 janvier 1858 devant la salle. Le couple impérial en sort indemne, mais on dénombre 8 morts et 150 blessés. Le 15 novembre 1862, c'est une nouvelle tragédie. La danseuse Emma Livry se transforme en torche vivante sur la scène de l'opéra Lepelletier. Son tutu s'enflamme d'un coup. Elle meurt après 8 mois de souffrance, à l'âge de 22 ans. Pire, ce même opéra de la rue Lepelletier est détruit le 28 octobre 1873 par un gigantesque incendie. Le feu dure 24 heures et consume le théâtre tout entier. Une centaine de personnes y trouvent la mort. À l'époque, les causes restent inconnues. Le Palais Garnier est inauguré le 5 janvier 1875. Nouvel opéra. Mais la série des incendies continue. Le 6 janvier 1894, un incendie ravage le bâtiment où sont entreposés les décors de l'opéra et de l'opéra comique. En 1928, les rideaux et tentures du grand foyer se consument et sont détruits. À nouveau un incendie le 23 décembre 1950. Il est cette fois maîtrisé en un quart d'heure. Cela fait beaucoup, non ? Que penser de ces coïncidences ? Peut-on croire à une malédiction des salles parisiennes ? Pourquoi cette longue succession d'incendies ? La légende du fantôme de l'opéra est née d'un de ces incendies, celui de la rue Lepelletier. Dans son livre « Le fantôme de l'opéra », Gaston Leroux nous raconte qu'un jeune pianiste y aurait eu le visage brûlé. Sa fiancée, une ballerine du conservatoire, n'y aurait pas survécu. Inconsolable et défiguré, ce jeune pianiste aurait trouvé refuge dans les souterrains de l'Opéra Garnier, alors en pleine construction. Il y serait décédé pour réapparaître quelque temps plus tard et semer la terreur dans les sous-sols du bâtiment. La légende du fantôme est née. Elle va s'ancrer dans la culture du XXe siècle. Le personnage de Leroux fait partie aujourd'hui de notre mémoire collective. De nombreuses adaptations tirées du livre de Gaston Leroux vont exister.
ce film muet américain de 1925 est un classique du cinéma fantastique. Le décor est entièrement reconstitué en studio. Comme dans le roman de Leroux, passages secrets, trappes et autres conduits souterrains sont magnifiés. L'acteur, Lon Chaney, gloire du cinéma américain dans les années 1920, surnommé l'homme aux 1000 visages, y crée un fantôme aussi terrifiant qu'attachant. Vont suivre d'autres films, une série, mais aussi un ballet, des bandes dessinées et bien sûr, une célèbre comédie musicale. Le fantôme incarne complètement l'Opéra de Paris. Vous n'avez qu'à vous promener avec un trousseau de clés dans les espaces publics, là, dans tous ces corridors qui entourent la salle de spectacle. Tous les touristes vous tombent dessus littéralement en vous demandant « Where is the phantom ?» Je leur réponds « Absolument, il y a un fantôme. Qu'il soit visible aujourd'hui, peut-être pas. Mais bon, attendez à côté de la loge numéro 5, vous le verrez certainement. La loge numéro 5, celle du fantôme, est bien sûr une des loges les plus visitées, puisqu'on peut voir depuis la salle de spectacle la loge du fantôme qui est contiguë à celle de l'empereur. Mais il n'y a pas que le fantôme. Dans son récit, Gaston Leroux évoque des incidents, soi-disant réels et plus que troublants, qui se seraient produits au sein même du Palais Garnier. Ils vont alimenter cette idée de malédiction des opéras de Paris. Le 20 mai 1896, le contrepoids du grand lustre monumental en cristal pesant 8 tonnes cède et tombe pendant une représentation dans la salle de spectacle. Il y a de nombreux blessés, une femme est tuée. Elle occupait le siège numéro 13. Plus tard, un petit rat fait une chute mortelle d'une galerie sur la 13e marche du grand escalier. Serait-ce la malédiction du chiffre 13 ? Car l'Opéra Garnier serait la 13e salle d'opéra construite à Paris. On a aussi parlé d'un machiniste retrouvé mort, pendu. Et ce cadavre que l'on aurait retrouvé dans les sous-sols de l'opéra à l'époque de la Commune de Paris. Et la rivière de la Grange Batelière qui passerait sous l'opéra. Et ce mystérieux lac qui se trouverait sous le bâtiment. Un autre fait troublant est rapporté par Leroux. Les directeurs de l'époque reçoivent un courrier écrit à l'encre rouge qui fait état de revendications d'un certain F. de Lot. L'individu exige qu'on lui remette 20 000 francs par mois et qu'on lui réserve la loge numéro 5. La légende s'empare du lieu. F. de Lot, fantôme de l'opéra ? Reprenons. Il y a des incendies, ces faits divers étranges, et puis bien sûr, l'histoire de ce fantôme. Comment démêler le vrai du faux? Le fantôme et tous ces événements sont-ils seulement sortis de l'imagination de Gaston Leroux, ou celui-ci s'est-il inspiré de faits réels? Le fantôme de l'opéra a existé. Ce ne fut point, comme on l'a cru longtemps, une inspiration d'artiste, une superstition de directeur, la création falote des cervelles excitées de ces demoiselles du corps de ballet, de leur mère, des ouvreuses, des employés du vestiaire et de la concierge. Oui, il a existé en chair et en os, bien qu'il se donnât toutes les apparences d'un vrai fantôme, c'est-à-dire d'une ombre. Le roman de Gaston Leroux, Le fantôme de l'opéra, c'est une tresse. Il y a 3 brins. Il y a l'architecture du Palais Garnier, avec une magnifique description de Gaston Leroux, qui est d'abord journaliste, et quel journaliste, avec une langue précise, absolument documentée, mais magnifique. Le deuxième brin, c'est l'histoire d'amour entre ces 2 personnages masculins et cette jeune cantatrice. Et le troisième brin,
c'est l'histoire absolument fantastique et noire que Gaston Leroux a imaginée, qui est très poétique, qui est l'histoire de ce fantôme et des lieux qu'il fréquente dans le Palais Garnier. Ils ont laissé derrière eux le large escalier qui conduit du vestibule de l'administration à la Seine et ses dépendances. Ils ont traversé la Seine. Ils sont entrés dans le théâtre par l'entrée des abonnés, puis dans la salle par le premier couloir à gauche. Ils se sont alors glissés entre les premiers rangs des fauteuils d'orchestre et ont regardé la première loge, numéro 5. Ils la virent mal, à cause qu'elle était plongée dans une demi-obscurité et que d'immenses housses s'étaient jetées sur le velours rouge des appuis-mains. À ce moment, ils étaient presque seuls dans l'immense vaisseau ténébreux et un grand silence les entourait. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien écrit, la psychologie des personnages est tellement juste, et surtout ce reportage en fait sur le Palais Garnier, qui est encore une fois un des fils de ce roman, est tellement juste, et en plus il l'écrit avec tellement d'amour. Je pense qu'il s'est beaucoup amusé au Palais Garnier. Parce que Gaston Leroux, qui est arrivé à Paris à 18 ans pour faire son droit, a beaucoup fréquenté les théâtres, ça le passionnait. Et dans un roman de jeunesse qui est resté inédit, qui d'ailleurs il n'a jamais terminé, il raconte justement, il décrit le grand escalier, il décrit le bal de l'opéra. On se rend très bien compte que ce sont des souvenirs. Et Gaston Leroux vous emmène dans cette forêt enchantée et vous fait croire à tout ce qu'il dit qu'il s'y est passé. D'un commun mouvement, ils levèrent la tête au plafond et poussèrent un cri terrible. Le lustre, l'immense masse du lustre glissait, venait à eux à l'appel de cette voix satanique. Décroché, le lustre plongeait des hauteurs de la salle et s'abîmait au milieu de l'orchestre parmi 1000 clameurs. Ce fut une épouvante, un sauve-qui-peut général. Mon dessein n'est point de faire revivre ici une heure historique. Les curieux n'ont qu'à ouvrir les journaux de l'époque. Il y eut de nombreux blessés et une morte. Alors, ce n'est pas le lustre qui s'est décroché, mais en mai 1896, un des contrepoids du lustre s'est détaché et a été effectivement frappé les 4e loges. Effectivement, une personne a été tuée et plusieurs personnes ont été blessées. Donc là aussi, si vous voulez, Gaston Leroux reprend un fait réel et, à sa sauce, l'aggrave. En plus, il a des procédés. Par exemple, dans les notes, il remercie des personnages réels. C'est Monsieur Gaillard qui m'a raconté cette histoire et je le remercie vraiment beaucoup de m'avoir fait connaître cet incident, etc. C'est complètement faux ce qu'il raconte. Mais il appuie son histoire, il la rend véridique parce qu'il dit c'est Monsieur Gaillard qui me l'a raconté. Et que surtout à l'époque, tout le monde connaît Monsieur Gaillard, qui est un directeur de l'opéra qui a été très populaire. Et tout d'un coup, le doute s'instille, même en vous, qui ne croyez pas aux fantômes, même en vous, tout d'un coup, vous vous dites, mais dans le fond, peut-être que c'est vrai. Tout est vrai et tout est faux dans le fantôme de l'opéra. C'est comme dans la vie. Gaston Leroux a amplifié des événements et leur a donné une part de mystère là où il n'y en avait pas. Mais qu'en est-il des autres légendes qui circulent autour de l'Opéra de Paris ? On a beaucoup entendu parler d'un mystérieux lac sous l'opéra. Il s'agit en réalité d'un plan d'eau artificiel créé par Garnier pour consolider la structure, le terrain étant marécageux. Quant à la rivière de la Grange Batelière, elle n'est jamais passée sous le monument. Pareillement, on n'a jamais retrouvé de cadavre de l'époque de la Commune de Paris, même si des affrontements ont eu lieu. Reste cette succession d'incendies. Le fait que toutes ces salles parisiennes aient pu brûler. Comment cela peut-il s'expliquer ? Pourquoi les théâtres brûlent-ils ? Brûlent-ils partout et brûlent-ils souvent ? D'abord à cause des systèmes d'éclairage, qui ont d'abord été avec des lumières vives, c'est-à-dire à la bougie, par exemple, puis au gaz. Il y a toujours un filin qui tient un décor, qui traîne sur le côté de la scène, et puis qui traîne sur une lumière vive, et puis qui s'enflamme. Et comme la scène est un cube vide,
Tout de suite, l'incendie fait rage, monte dans les dessus et vous avez un espace qui devient un véritable four. Alors, au 19e siècle, on va trouver des moyens de juguler ces incendies. D'abord, ça va être un système qui va permettre d'ignifuger les décors et les costumes. On passe dessus un espèce de liquide, c'est ce qu'on appelle le système Carteron, du nom de Monsieur Carteron, qui a inventé ce liquide, qui était, paraît-il, efficace, mais qui en même temps rendait tout extrêmement raide. Et puis on va inventer aussi le rideau de fer, qu'on va descendre pour isoler la scène de la salle, parce qu'on ne peut pas maîtriser un incendie qui s'est déclaré dans la cage de scène, mais très vite, il gagne la salle. Vous avez des centaines de spectateurs, vous avez des issues, et pas d'issues de secours à l'époque, qui sont évidemment difficiles à gagner en passant par-dessus les autres spectateurs. Donc ces incendies, en général, sont très cruels, avec beaucoup de morts, comme on a pu le voir. Le mystère des incendies est lui aussi levé. Mais ce serait si simple de penser que tout s'explique et que tout est terminé. Aujourd'hui encore, la réalité nous rattrape. Là, il ne s'agit plus de fiction, de légende ou de rumeur, ni d'un témoignage, mais d'un fait réel, récent. Et la coïncidence est singulière. Le 25 septembre 2016, le théâtre Mogador a été victime d'un incendie. Le feu a pris dans les sous-sols et a ravagé une grande partie des décors et de la scène. La comédie musicale, Le Fantôme de l'Opéra, qui devait y débuter en octobre 2016, a été reportée de plusieurs mois. Elle est définitivement annulée. Le Fantôme de l'Opéra, qui n'avait jamais été joué en France, à ce jour, ne l'est toujours pas. Les salles des opéras de Paris, ville lumière, garderont leurs secrets pour des siècles encore. L'Opéra de Paris restera un théâtre de fantasmes, un jeu d'ombre et de désir, éternel comme son fantôme. Comment maintenant pourrons-nous passer devant l'Opéra Garnier sans penser au personnage de Gaston Leroux? Comment surtout ne pas avoir envie de croire que le fantôme a bien existé et qu'il existe toujours? Allan Kardec et le spiritisme, le Palais Garnier et son fantôme, les malédictions des opéras parisiens. Mener une enquête rigoureuse et précise peut nous amener à éclairer certaines énigmes en totalité ou en partie. Mais il existe d'autres mystères de Paris. Les indices et les clés de ces énigmes sont à chercher dans des livres anciens, dans des bibliothèques de la capitale, dans les rues de Paris ou dans les sous-sols d'un bâtiment, parfois à la lumière d'une bougie ou au cœur de la nuit, en recoupant les documents, les archives, les témoignages. Paris ne nous a pas encore délivré tous ses secrets.